Bonjour, bienvenue sur Power Flowers, le rendez-vous des femmes qui écoutent leur cœur. Avec ce 10e épisode, on découvre comment transcender les abus subis durant l'enfance et se construire une vie pleine de sens et d'amour. Power Flowers. Vous avez envie de vibrer à la fréquence du cœur? Vous êtes prête à embrasser vos singularités et emmener votre vie vers un autre niveau de présence pour contribuer à un monde de sens et d'amour? Power Flowers vous procure la dose d'inspiration dont vous avez besoin. Je suis Patricia Mignonne, je suis coach et à ce jour, j'ai contribué à la guérison de près de 100 familles. Je vous aide à comprendre votre charge mentale et à rompre avec les héritages toxiques pour restaurer la confiance, la communication, l'amour et la contribution au sein des espaces les plus intimes qui soient, vous-même et votre famille. Vous n'allez pas seulement découvrir les secrets des femmes qui ont guéri leur famille et leur couple, vous entendrez aussi les témoignages de personnes qui rompent avec les valeurs d'une culture qui nous a conduits au bord de l'abîme. Des personnes qui désobéissent, qui s'écoutent, se réinventent et sèment l'amour. Ce podcast est rendu possible par Madame Charge Mentale, la plateforme que j'ai lancée pour permettre aux femmes de regagner leur souveraineté et réaliser leurs aspirations sans retenue et sans léser personne. Avec Madame Charge Mentale, on s'émancipe en émancipant sa famille. On restaure les liens en destituant les biens. En restaurant l'amour, on fait reculer le chaos. Si cette vision vous inspire, rendez-vous sur madamechargementale.com et bon épisode. Dans l'épisode précédent, Isabelle Mante nous a parlé de pleine conscience, une pratique mentale consubstantielle à tout travail d'évolution. Sans conscience, pas de responsabilité ni de réalisation de soi. Aujourd'hui, avec Aurélie Soulier-Koniecki, on aborde à nouveau la question des abus. On l'avait déjà fait avec Sandrine Picard. Dans cet épisode, nous découvrons comment Aurélie a métabolisé les faits pour les transcender et en faire un moteur de vie. Allons-y, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, Aurélie Soulier-Koniecki. Bonjour Patricia. Aurélie, j'ai voulu t'inviter à parler parce que je te connais depuis un moment et que je vois ton entreprise, ton activité professionnelle grandir, évoluer d'une façon organique et je vois bien que c'est lié à ton histoire. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'au début, j'avais tendance à séparer les deux et en fait, tout a tendance à se réunir et c'est vrai que c'est une belle aventure. Et je trouve que c'est une entreprise et en même temps, ça grandit d'une manière terriblement féminine, du fait que ça grandit comme ça organiquement, il y a une dimension narrative dans ce que tu proposes. Terriblement féminine et pourtant, si tu m'avais connue il y a encore quelques années, j'étais pas du tout là-dedans. Pas du tout dans cette féminité parce que justement, je la reniais d'une certaine manière. C'était quelque chose que j'avais du mal à accéder. Et donc là, oui, ça vient à moi, ça vient naturellement. Et je dirais, j'ai enfin cette réunification du masculin et féminin, comme on peut dire. Et ça, c'est plutôt chouette. Voilà. Alors, on va commencer par le commencement. Je vais d'abord te demander quelle était ton orientation professionnelle initiale, ton empreinte professionnelle. Et puis, on repartira, on fera des flashbacks. Ok, ça marche. Donc, moi, de formation, je suis ostéopathe. J'étais spécialisée en périnatalité. Donc, j'accompagnais beaucoup les femmes enceintes, les bébés, etc. Et par besoin de pouvoir encore mieux accompagner, je me suis aussi formée à l'accompagnement à la naissance et également en tant que sexologue. Parce que pour moi, finalement, c'était des choses inhérentes au corps, ce lien au corps où parfois on met des choses de côté et non, j'avais besoin vraiment de cette globalité-là. Et donc, j'ai exercé pendant plus de 13 ans en cabinet. Voilà, progressivement, tu as pris conscience de ce qui t'avait amené à prendre cette orientation-là. Travailler sur le corps et puis avec une orientation spécifique dans le bassin. Et oui, c'est à la fois, je dirais, c'est là où, en général, il y a jamais de hasard. C'est plus je travaillais avec mes patientes et j'essayais de les accompagner de plus en plus loin, et plus je me suis rendu compte que moi-même j'avais des choses à comprendre, j'avais des échos, et puis j'ai commencé à me replonger un petit peu dans mon histoire, et c'est là que j'ai compris tout mon fil conducteur en fait. Oui, est-ce que ce sont des prises de conscience que tu as faites ou bien tu savais, tu connaissais ton histoire ou bien tu avais occulté? Alors, moi, j'ai occulté. Alors, si du coup, on peut rentrer Allons-y. Dans ce côté-là. Moi, ça s'est fait en plusieurs étapes. C'est-à-dire que j'ai toujours su, depuis l'enfance,
que je voulais faire ostéopathe. Donc, je me suis jamais posé de questions et j'y suis allée et puis et puis ça s'est très bien passé pour moi. Et puis là, il y a eu une première prise de conscience pendant mes études, lorsque j'étais étudiante, où je me formais aussi à la médecine traditionnelle chinoise ou autre, je faisais d'autres stages. Et là, j'ai eu une prise de conscience où je me suis rendu compte à l'âge de 25 ans. Donc, tu vois, le temps qu'il a fallu, c'est là, j'ai eu une première prise de conscience comme quoi j'avais subi des attouchements à l'âge de, on va dire, dans l'enfance, dans les premières années. Et du coup, cette prise de conscience-là m'a déjà permis, si tu veux, au niveau d'intégrer des choses au niveau de mon corps, parce que bizarrement, même si moi j'étais allée vers l'ostéopathie, j'aimais pas moi recevoir. Ah d'accord. Le toucher était quelque chose de compliqué ou pas forcément agréable pour moi. Donc là, ça m'a. Ces souvenirs, c'était des souvenirs qui étaient inscrits dans ta mémoire corporelle et que tu avais occultés consciemment, ou bien ils avaient toujours été là? Si tu veux, c'est un petit peu le choc post-traumatique, je pense, Oui. où en fait, en ce qui me concerne, hein, je faisais en fait toujours le même cauchemar. Je faisais toujours le même cauchemar depuis l'enfance et puis je trouvais ça bizarre. Et puis je m'étais dit non, que c'était pas possible, je devais inventer, que je cherchais pas plus à comprendre, pour être franche. Voilà, il y avait quelque chose par rapport à ça. Et puis le fait de rentrer en ostéo, le fait de travailler sur le corps, si tu veux, me rendre compte, mais pourquoi même mes professeurs me disaient que j'étais difficile à masser, qu'il y avait quelque chose, il y avait des résistances. Eux avaient peut-être conscience de ce qu'il pouvait y avoir dessous, mais moi je me disais oui. Et puis là je commençais à avoir, si tu veux, des retours sur mes comportements, sur certains comportements que j'avais pu avoir. Et ce qui s'est passé aussi, c'est qu'en fait moi j'ai compris, ça m'a permis d'expliquer que à l'âge de 5 ans j'ai commencé à prendre du poids jusqu'à limite obésité. Et donc, c'est pour ça, il y avait des regroupements. Je commençais à avoir des pièces du puzzle. Et ça a commencé à venir un peu plus en conscience de, tiens, il y a quelque chose. Donc, c'était enfoui. Et tu as eu une série d'indices au cours de ton histoire qui t'ont permis à un moment d'assembler un puzzle. C'est ça. Ça a commencé à libérer certaines choses aussi, parce que pour moi, le corps garde en mémoire. Et quand tu commences à y travailler dessus, forcément, il y a des choses qui ressortent. Oui, effectivement. Donc, on a cette mémoire, la mémoire qui se souvient, la mémoire narrative. Et puis, il y a ce qu'on appelle aussi la mémoire procédurale. Et ça, c'est le corps. C'est le corps qui se souvient. C'est ça. Et du coup, si tu veux, j'ai continué. À une époque, ça m'a suffi. Parce que c'est vrai que souvent, on a aussi cette culpabilité, je pense, en tant que femme, de dire, mais mince, j'ai perdu du temps. Ou aussi par rapport à nos compréhensions, nos traumas. Et moi, là, j'ai découvert ça quand j'avais 25 ans, comme je te disais. Aujourd'hui, j'en ai 40. Et puis, ça m'avait suffi, en fait, de comprendre ça. Parce que ça m'expliquait déjà certaines choses par rapport à qui j'étais et ce qui se passait en moi, mon ressenti ou la violence aussi qu'on peut avoir sur certaines choses. Ma suite, je dirais que je l'ai eue il n'y a pas si longtemps que ça. Il se trouve que je suis devenue maman en 2016 et ma fille a eu 5 ans il y a 1 an et demi. Et quand elle a approché ses 5 ans, j'ai mis à me sentir mal. Et là, vu que je travaille sur moi depuis un moment, j'ai compris qu'il fallait que j'aille plus loin, que j'avais pas été au bout des choses. Et là, si tu veux, j'ai été dans cette démarche de comprendre comment ça s'était passé, qui était responsable, etc. Et là, cette prise de conscience-là m'a permis d'aller plus loin. Et donc, j'ai fait le travail aussi sur moi dans cette optique-là. Et effectivement, j'ai compris là, parce que j'avais pas été plus loin, que c'était effectivement à l'âge de 5 ans que ça m'était arrivé. Donc, ma fille avait 5 ans, donc tu vois, ça se rejouait. Et puis, le fait aussi de pas vouloir aller plus loin, faut avouer qu'il y a certaines fois, t'as pas envie d'aller plus loin parce que tu sais que tu vas aller trouver des choses qui sont pas forcément très sympas à vivre ou qui vont aussi remettre en doute ou des choses sur lesquelles tu t'es construite. Et c'est pour ça aussi, je pense que ça a pris le temps par rapport à ça. Mais dans cette prise de conscience-là, ce qui a été super beau pour moi, si tu veux, c'est qu'en fait, en même temps,
j'ai compris que ça y est, c'était fini. J'ai compris aussi, tu vois, j'en ai des frissons de t'en reparler, que je soignais avec mes mains pour prouver que le toucher n'était pas forcément abusif. Ah, chouette. Et là, j'ai dit, c'est OK, je peux arrêter le cabinet, je peux transmettre autrement, je peux aider les femmes autrement que par le toucher uniquement. Le processus par lequel tu es passé, en fait, c'est aussi une manière de métaboliser ce qui t'est arrivé, hein, et le métaboliser vraiment au sens organique pour en faire de la matière qui nourrit la vie, en fait. Hein. C'est ça, parce qu'après, on a toujours le choix, même si je sais que c'est difficile à entendre dans certains cas, où moi, il y a eu la première étape où ça m'a permis de comprendre ce qui m'était arrivé et ce que j'avais pu vivre dans mon corps. Pourquoi aussi la prise de poids, pourquoi aussi après il y a eu de la dépendance affective, enfin bon, il y a eu plein de choses qui se sont mises. Oui, mais c'est important de les dire parce qu'effectivement, des abus, donc il n'y a pas, je ne vais même pas dire heureusement parce que au niveau des empreintes nerveuses, malheureusement, c'est la même chose. Quand on parle d'abus, on pense souvent à des abus sexuels, que ce soit l'inceste, etc. Et malheureusement, il y a ce qu'on appelle maintenant en traumatologie les traumas développementaux qui sont liés tout simplement à des manières abusives d'éduquer, obliger les enfants à faire des choses. Et ça laisse des empreintes dans le système nerveux qui vont conditionner la vie d'adulte dans énormément d'aspects de la vie d'adulte. Et moi, c'est ce qui s'est passé, si tu veux, parce que cette énergie d'abus, quelque part vécue dans l'enfance, m'a suivie. J'ai fonctionné, j'ai gardé cet abus après, même dans les relations au niveau professionnel parfois. Par exemple, qu'est-ce que ça donnait concrètement? Concrètement, justement, à l'âge d'une vingtaine d'années, si tu veux, je me suis retrouvée dans une relation de dépendance affective. Oui. À m'oublier, mais totalement, à faire des choses qui, tu te rends pas compte, en fait, quand tu es dedans. Non. Et c'est après, avec le recul, une fois que tu en es sorti, mais d'accepter des choses qui n'étaient pas forcément acceptables. Oui. Et puis, tu continues et au final, tu te rends compte que tu ne fais plus tes propres choix, que tu fais tout pour être aimé de l'autre. Oui. Ça a été un des exemples, si tu veux, par rapport à ça. C'est ce que tu décris là, c'est en fait la structure de l'abus. Oui. Les petits humains, ils naissent prématurés par rapport à d'autres mammifères, tu vois. Les petits poulains, les petits veaux, ils se mettent debout tout de suite. Nous, on a besoin de beaucoup de soins. Et c'est là que les abus arrivent parce que, alors, le petit enfant, pour bénéficier de soins qui sont vitaux, il va faire des concessions. C'est-à-dire que l'adulte, sans s'en rendre compte, parce que les adultes éduquent avec leurs propres blessures, il va demander au petit enfant de renoncer à son authenticité. Et donc, il va, quand on dit à quelqu'un communément « Oh, tu abuses », on lui dit « Tu outrepasses les limites ». Mais le petit enfant, le tout petit, il ne peut ni verbaliser, ni exprimer ses émotions, puisque s'il exprime ses émotions, il risque le rejet. Et oui. Et c'est là que ça crée des inscriptions traumatiques. Et alors, donc, l'intérêt là, c'est que, comme tu l'as décrit dans ta relation avec cette personne, c'est dans une situation abusive, la personne qui abuse contraint l'abusé à reculer les limites jusqu'à ne plus savoir qui il est, ne plus savoir distinguer ce qui est adéquat de ce qui ne l'est pas, ne plus savoir distinguer le danger, la sécurité. Et ça correspond à la situation que tu décrivais dans cette relation avec cette personne. Et oui, et c'est là où je le voyais aussi, si tu veux, auprès de mes patientes à l'époque, où on le retrouve chez les mamans qui donnent tout, qui pensent, et j'en ai fait partie à un moment, je crois qu'on l'a tous côtoyé, c'est de tout donner pour les autres, sauf que moi, ce que je me suis rendu compte, et c'est après ça aussi le but de la transmission, c'est qu'une maman qui va pas bien, et finalement, c'est toute une famille qui est sur la sellette par rapport à ça. Et ça, c'est compliqué pour la femme, quelque part, de se réapproprier. Et aussi, c'est une responsabilité, tu vois, de reprendre ses responsabilités aussi par rapport à ce qui peut se passer. Et c'est facile, parfois, de rester sur ce côté, je fais pour les autres, donc moi, je suis en retrait et j'y peux rien. Ça, c'est tout un travail aussi qui est pas évident. Il y a un grand traumatologue qui s'appelle Gabor Maté qui dit que nous vivons dans une société qui institutionnalise l'abus et le trauma. Il y a là une idéologie qui flotte et qui
amène les femmes à considérer que le sacrifice, c'est une manière d'exprimer son amour. On le retrouve beaucoup aussi avec les générations de ma maman, de Ouais. ma grand-mère, etc. Et c'est vrai qu'il y a un schéma qui est en train de changer, mais Oui. parfois on a pris conscience de certaines choses, mais on l'a pas forcément intégré. Non, c'est ça. Pour les femmes de maintenant, les femmes qui veulent que les choses changent, il est super, super important de prendre soin de soi. On nous a appris à nous abandonner, hein, comme on abandonne un chien, un chat, ce qu'il ne faut pas faire évidemment. Donc on a abdiqué notre souveraineté, on s'est abandonné, on n'a pas pris soin de soi, on s'est mise dans un coin au profit des autres. Et donc c'est ça qu'on doit désapprendre pour apprendre quelque chose de beaucoup plus sain. Et oui, et moi, si tu veux, c'est là pour le coup, c'est ce que la grossesse et l'accouchement m'ont permis d'accéder, parce que je ne m'autorisais pas à accéder à ce côté féminité avant. J'étais à fond dans le masculin où il fallait, pour être acceptée, tu vois, pour être considérée à la hauteur des hommes, fonctionner comme eux. Et sauf que là-dessus, c'est pas possible parce que nous sommes des femmes et nous ne pouvons pas fonctionner comme eux. Oui, et puis il y a une sensibilité, il y a aussi des conditionnements qui présentent des qualités qui peuvent nous permettre de contribuer d'une façon tout à fait spécifique. Et donc, ça a infléchi ton apport, ce que tu apportes aux femmes. Eh ben oui, vu que tu vois, l'année dernière, j'ai pris une décision, c'était d'arrêter mon cabinet d'ostéopathie pour pouvoir regrouper en fait toutes mes compétences, tout ce que j'avais à la fois appris au niveau personnel sur mon histoire, en vivant mon histoire, et avec toutes les femmes que j'avais pu côtoyer aussi, de pouvoir leur proposer un accompagnement, on va dire, plus global, plus holistique, pour justement les aider à outrepasser aussi, à travailler et à se reconnaître, parce que vraiment, pour moi, mon fil conducteur, c'est le corps. Et si on est là aujourd'hui, sur cette terre, c'est bien grâce à lui d'une certaine manière, et on le maltraite tant qu'on peut. Donc, c'est aussi d'avoir cette prise de conscience-là au niveau personnel, de pouvoir finalement faire de ce qu'on pense nos faiblesses ou de notre vulnérabilité une force, on peut le transformer. Voilà. On n'est pas obligé de le vivre et de le rester dans cette phase de victime. Alors, j'aime pas trop le terme de victime, si tu veux, mais vraiment, en tout cas, de transformer les choses. Et pour moi, ça passe par le corps, par aussi des sphères que j'ai pu mettre en avant qui jouaient sur notre rapport au corps. Et puis après, au fur et à mesure, quand tu commences à ouvrir, tu as plein de choses qui se dessinent. Et après, c'est d'amener aussi sur le plan professionnel, tu vois, voilà, d'être dans le respect aussi de nos cycles, de comprendre que notre sexualité a aussi de l'impact sur notre manière de développer notre business ou autre. Et c'est tout ce côté-là, mais toujours avec ce fil conducteur du corps, de la sexualité et du respect de soi, parce que je crois que c'est aussi quelque chose qui est super important pour moi. Oui. Est-ce que tu veux bien approfondir un petit peu maintenant ta proposition en direction des professionnels alors ? Alors, en direction des professionnels, là, par exemple, alors tu l'as en exclusivité, j'ai un programme qui démarre et qui est dirigé pour les femmes qui sont entrepreneurs ou chefs d'entreprise, à utiliser justement à comprendre leur cycle, mais pour pouvoir comprendre comment elles fonctionnent et connaître leurs forces, à quel moment du cycle il est plus adapté de faire telle ou telle chose pour son entreprise, comment réagir, comprendre nos réactions aussi, mais aussi leur sexualité, ou pour moi, par exemple, certains de nos comportements sexuels, pour moi, me donnent des indications sur des choses qu'on reproduit aussi dans notre manière de diriger notre entreprise. Ça, c'est des choses que j'ai découvertes au fur et à mesure aussi par rapport à la recherche que je fais sur moi. Comme je dis, je suis mon propre cobaye. Ah oui. Et puis aussi de voir, et ça pour moi c'est génial parce que je m'éclate. Et dans ce programme-là, il y a 4 modules: comprendre son cycle, la sexualité. Après, c'est aussi comment concevoir un concept en ayant conscience de en reprenant un petit peu l'image du corps, tu vois, d'une grossesse, d'un projet bébé, et on peut aussi l'appliquer à un projet professionnel. Mais ça passe aussi par ce respect de comprendre les mécanismes aussi qu'on vit au niveau du corps. Et puis la dernière partie, ça c'est plus leur permettre aussi, tu sais, par rapport au corps, il y a ce jugement de ce que pensent les autres ou autres, c'est leur permettre de trouver ce petit grain de folie qu'elles ont et qu'elles ont envie de montrer dans leur entreprise et qu'elles n'osent pas, en fait. Parce que souvent, il y a ce jugement de l'autre par rapport à ça. Et puis, l'autre manière de travailler avec moi, où là, c'est plus en individuel,
en one-to-one, alors aussi bien en distance qu'en présentiel si vous n'êtes pas loin, où là, c'est un accompagnement vraiment spécifique aussi pour les femmes chefs d'entreprise ou entrepreneurs qui sont un petit peu perdues et qui ont envie de revenir à l'essentiel et de comprendre comment garder aussi cet équilibre entre leur vie je dirais de working girl et puis leur vie de maman, voire leur vie de femme, d'arriver à gérer cet équilibre-là qui est pas toujours évident, et en passant, au lieu d'avoir des stratégies, on va dire, très masculines, d'avoir des stratégies qui viennent notre essence de ce que nous sommes, en fait. Oui, exact. Il y a d'autres manières de guider son entreprise, d'envisager les rapports de collaboration aussi. Et oui. Et ça, ces partages, ces échanges, pour moi, c'est aussi ce qui me nourrit. C'est pour ça que j'adore, là, tu vois, on échange aujourd'hui. Et c'est des choses où j'ai l'impression, ça m'illumine. c'est ma motivation aussi. Parce que, comme toute femme, derrière, je pense, chacune de nos entreprises, il y a aussi nos missions de vie qui sont derrière. Et moi, c'est vrai que, tu vois, mon entreprise s'appelle The Gazelle Chat. Et pourquoi? C'est aussi pour briser tous ces tabous et permettre aux femmes de s'exprimer, et chose qu'on a parfois du mal à le faire parce qu'on se pense seule, et en même temps, aux yeux de la société, ça se fait pas non plus. Donc, c'est tout ça aussi. L'émancipation des femmes, elle est toute récente par rapport à l'histoire de l'humanité. Et encore, elle n'est pas complètement accomplie. Non. Elle sera accomplie quand on sera parvenu à remodeler la famille. Du fait de l'impact civilisationnel, on a tendance à considérer notre point de vue comme des trucs de bonne femme et à minorer ça, à considérer que ça ne mérite pas d'être dit. Et ça, il faut que ça change parce qu'on a de la chaleur à amener. Dans le monde de l'entreprise, notamment, on a d'autres manières de considérer, notamment les rapports de pouvoir. C'est ça, et il ne devrait pas être question de pouvoir. C'est là où aussi, tu vois. Et pour venir d'un milieu où, ayant aussi fait beaucoup de sport, donc aussi dans ce côté recherche au niveau masculin, performance, etc. Oui. Et justement, par ces compréhensions du corps, tu vois, et au final de comment on fonctionne en tant que femme, on se rend compte que justement, cette performance, on peut y accéder de manière beaucoup plus douce et pas forcément brutale ou autre que dans le milieu où on essaye de se calquer sur le modèle masculin. Oui, en tout cas pas en compétition avec soi-même systématiquement, quoi. Parce que finalement, on se maltraite soi-même en tentant de rentrer dans les schémas c'est ça, traditionnels, on va dire. Il faut rester dans le cadre, oui, c'est ça. Ce qui ne nous va pas. Ouais, ouais. Aurélie, qu'est-ce que tu veux ajouter qu'on aurait oublié ? Tout simplement aussi de se faire confiance, je crois. C'est vrai qu'on a tendance à mettre notre intuition féminine de côté en se disant non, c'est pas appuyé, il y a pas de preuves ou autre que ça fonctionne comme ça. Mais si vous faites une rétrospective, très souvent des décisions que vous avez pu prendre, on peut voir, moi en tout cas, ce qui s'est passé, c'est celles qui venaient viscéralement où la première intention était là, sont souvent les bonnes. Et non pas celles où le mental prend le relais. Et même pour encourager, je dirais que les décisions les plus folles que j'ai pu prendre sont celles qui m'ont le plus apporté. Et quand tout le monde était en me disant mais t'es dingue de faire ça, etc. Et finalement c'est c'est les expériences de la vie, quoi. Oui, j'allais te demander de proposer 3 clés. Ici, tu viens d'en proposer une ou 2? Allez, on va dire une. Alors, les 2 autres, alors, quelles sont-elles? La deuxième, je dirais, c'est vraiment alors facile à dire, mais très souvent, c'est de lâcher les peurs. Et lâcher les peurs, c'est souvent, finalement, ce sont nos freins dans la plupart des situations. Et si on arrive à je dirais, à switcher ce cap-là, finalement, derrière, on se rend compte que il y a du mieux la plupart du temps. Et c'est là-dessus. Et combien même si on se plante, c'est qu'une expérience, c'est pas un échec. Et on peut rebondir. Yes, c'est vrai. Et puis la troisième, je dirais, en lien avec mathématiques, forcément autour de la sexualité, c'est n'ayez pas peur en fait de l'aborder et de le dire, d'en parler. Alors je parle pas forcément des abus. C'est vrai qu'on a encore, même si on a bien avancé, dans cette crainte de dire non, si j'ai un problème au niveau sexualité, ça veut dire que j'assure pas en tant que femme ou autre. Et non, quoi.
Et je dirais, il y a une femme sur deux, voire même, on a toutes eu des problématiques autour de ce sujet-là. Donc, allez-y, exprimez-le et au contraire, ça sera bénéfique, même dans votre couple, dans votre famille, c'est important. Yes. Excellent. Je te remercie, Aurélie. C'est moi et c'était un grand plaisir et merci de ton accueil. En annexe, vous trouverez le lien vers un chouette test que je vous offre en cadeau. Je vous propose de découvrir à quel point vous êtes en charge mentale. C'est un autotest qui a été conçu en référence à l'expérience de centaines de femmes. Vous trouverez aussi le lien vers mon livre où j'aborde la charge mentale des femmes sous un angle qui déménage complètement. Vous trouverez aussi les liens vers l'univers d'Aurélie. Si le sujet de cet épisode vous a inspiré, si vous voulez en parler, contactez Aurélie Soulier-Comecki. Si vous voulez parler de la charge mentale et de sa vraie nature, si vous voulez parler de son impact sur l'éducation, l'écologie, votre santé, l'économie, la spiritualité, contactez-moi et nous verrons ensemble comment nous pouvons faire bouger les lignes. Enfin, pour changer votre existence de fond en comble et remettre du sens et du lien dans votre vie professionnelle et votre vie familiale, contactez-moi. Dans le prochain épisode, nous mettrons le focus sur la méditation avec les enfants. Pour cette première saison, je vous offre 2 épisodes par semaine. Ils seront publiés le lundi et le vendredi. D'ici là, osez exprimer qui vous êtes et répandez l'amour pour changer le monde, un cœur à la fois.